Bonjour. Merci d'être venu à ce talk. Il y a un léger Larsen, non? Non, c'est bon, ça va? Ok. Dans lequel je vais vous présenter un retour d'expérience sur une refonte en approche d'éco-conception de services numériques, en l'occurrence des services numériques de la SCOP, la maison écologique. Alors, je devais être accompagné pour ce talk de Pascal Gréboval, que vous voyez en photo à gauche, mais qui malheureusement n'a pas pu venir, qui est le rédacteur en chef du magazine Kaizen. Alors, pourquoi Kaizen? Alors que je vous ai parlé de la maison écologique, vous allez le comprendre dans le slide d'après, et qui s'est autodéfini comme homme préhistorique de l'éco-conception. Et puis moi, je suis Sylvain Révéraud. Je travaille depuis assez longtemps maintenant dans l'IT, bientôt 25 ans. J'ai pas mal travaillé autour des notions de DevOps, de cloud. Et puis depuis 4 ans, je me suis surtout intéressé à tout ce qui est Green IT, numérique responsable, et en particulier l'éco-conception de services numériques. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et je suis aussi directeur technique de Zenica-Rennes pour quelques jours encore. De quoi on va parler? En fait, si je reviens sur mon slide d'introduction, vous voyez un petit logo de l'ADEME, parce que je vais y revenir, mais le projet de refonte a été financé par l'ADEME, enfin a été cofinancé par l'ADEME, ou partiellement financé par l'ADEME, et du coup l'ADEME impose une certaine démarche dans une refonte en éco-conception, donc qu'on a donc respecté, à savoir un diagnostic initial et puis la mise en œuvre des conclusions de ce diagnostic. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, donc la maison écologique, donc c'est une SCOP qui édite notamment le magazine papier la maison écologique, donc qui traite, comme son nom l'indique, des liens entre habitat et environnement. Et puis il y a un ensemble de services numériques associés. Et en novembre 2021, le magazine Kaizen a rejoint la SCOP, la maison écologique. Et on a lancé en 2021, enfin on en discutait depuis un moment, mais on a officiellement lancé en 2021 un chantier de refonte en éco-conception des différents services numériques, et comme je le disais, financé par l'ADEME. Alors pourquoi lancer un chantier de refonte en éco-conception? Le premier besoin, c'était un besoin de congruence entre les valeurs portées par la SCOP et puis par les équipes éditoriales, notamment des deux magazines, la Maison écologique et Kaizen. Besoin de congruence et besoin d'avoir un ensemble de services numériques, et notamment les services numériques qui s'adressent aux utilisateurs, qui soient le plus vertueux possible. Parce que vous allez le voir, on partait d'une situation dans laquelle ça l'était pas forcément. Et puis ça arrive en parallèle avec de toute façon le besoin de faire une refonte de ces services numériques, même sans parler de la partie éco-conception, puisque je pense qu'il vous aura pas échappé que l'évolution de la presse aujourd'hui va énormément vers le numérique, et que donc c'était aussi pour la SCOP une occasion de repenser ces services numériques pour qu'ils lui permettent de suivre cette évolution-là. Donc, comme je le disais, projet en 2 grandes phases, notamment parce que cette cadence, elle est liée au financement ADEME. Donc, une première phase de diagnostic d'éco-conception, sur laquelle je vais revenir plus en détail, dans laquelle on a eu 3 grandes parties. Une partie analyse de cycle de vie, de type screening, une partie analyse technique détaillée, et puis une partie étude de l'expérience utilisateur, et une phase de réalisation dans laquelle on va mettre en œuvre ce qu'on a identifié pendant la phase de diagnostic, voire même on va creuser ce qu'on a identifié pendant la phase de diagnostic. Les différents acteurs impliqués dans ce projet-là, donc évidemment la SCOP, la maison écologique, qui porte les titres la maison écologique et Kaizen, l'agence LunaWeb, donc, qui a fait toute la partie réalisation, Zenica pour la partie accompagnement, assistance à maîtrise d'ouvrage, et puis on parlera rapidement de l'hébergement. L'hébergement de la solution finale est fait par Cognic Systems. Alors, donc cette première étape de diagnostic, elle s'est donc découpée en 3 phases. Alors, la phase d'analyse de cycle de vie, dans les faits,
pour être honnête avec vous, on l'a pas faite au début en fait. On est parti assez rapidement sur une phase d'analyse technique, mais il s'avère que cette phase d'analyse de cycle de vie, elle est demandée dans les livrables de l'ADEME pour valider les financements, et donc elle a été faite en cours de projet plus qu'au début du projet, sachant que vous allez le voir, mais on avait déjà une très bonne idée des conclusions à laquelle elle arriverait, et du coup, on s'est déjà appuyé sur ces conclusions pour commencer. Alors, pourquoi faire une analyse de cycle de vie déjà, c'est quoi une analyse de cycle de vie? Alors, je vais essayer de vous réveiller un peu parce qu'après la galette et les mousses au chocolat, là, c'est peut-être pas très simple. Qui parmi vous a jamais entendu parler de ce que c'était une analyse de cycle de vie? Ok. Qui parmi vous a une vague idée de ce que c'est? Qui parmi vous connaît assez bien ce que c'est? Et qui parmi vous en a déjà déroulé? Ok, merci. Donc, pardon pour ceux qui en ont déjà déroulé, vous allez voir que... Moi, je n'ai pas la prétention d'être un expert en analyse de cycle de vie, c'est un outil que j'ai utilisé, mais je n'ai pas la prétention d'être expert dessus. Alors, pour expliquer ce que c'est que, enfin, à quoi ça sert une analyse de cycle de vie, je prends un peu toujours la même métaphore. D'ailleurs, je l'ai déjà utilisé dans mon talk de l'année dernière au Brescamp, donc désolé pour ceux pour qui c'est une redite. Si vous prenez le thème du déplacement en voiture, et vous prenez en particulier les voitures électriques, vous verrez que, par exemple, sur certains modèles de voitures électriques, il est marqué à l'arrière zéro émission. Donc zéro émission, ça peut laisser penser, enfin c'est évidemment intermarketing, mais ça peut laisser penser que la voiture écologique et la voiture électrique, c'est très bon pour l'écologie. En fait, c'est plus nuancé que ça. C'est plus nuancé que ça. Pourquoi? Parce que quand on dit zéro émission pour le véhicule électrique, d'abord, on oublie au passage qu'il a quand même fallu réalimenter les batteries, enfin recharger les batteries, et que ça, il y a toujours un impact en termes de gaz d'émissions de gaz à effet de serre pour recharger. Mais surtout, ça a deux grands problèmes, le fait de regarder le véhicule uniquement sous l'angle de ses émissions de gaz à effet de serre. On regarde qu'un seul critère, qu'un seul indicateur, qui est celui des gaz à effet de serre. Et deux, on va regarder cet indicateur sur une seule phase du cycle de vie, en l'occurrence du véhicule, qui est la phase d'utilisation. Je zoome d'abord sur ce deuxième problème. Un véhicule électrique, pour différentes raisons, aujourd'hui, pour être fabriqué, ça va générer plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'un véhicule thermique, en moyenne. Ce qui veut dire que, avant de dire qu'un véhicule électrique, ça émet moins de gaz à effet de serre, ça émet moins de gaz à effet de serre, en fait, il faut regarder l'intégralité de son cycle de vie. Et il faut surtout s'assurer que les surémissions qui ont été générées pendant la phase de fabrication, elles sont bien amorties sur la phase d'utilisation. Si ce sujet-là vous intéresse, je conseille toujours les vidéos de quelqu'un qui s'appelle Le Réveilleur sur YouTube, qui a fait des études un peu plus détaillées là-dessus et qui va vous expliquer par exemple que sur un véhicule électrique de la taille d'une Clio rechargé en France, il faudra à peu près 30 000 km d'utilisation pour avoir amorti les surémissions de gaz à effet de serre de sa phase de fabrication. Et plus on alourdit le véhicule, plus il va falloir passer du temps en phase d'utilisation pour amortir. Et plus le mix électrique du pays dans lequel vous rechargez votre véhicule est carboné, plus aussi il va falloir du temps. Donc sur un gros SUV rechargé en Pologne, on ne va plus être à 30 000, on va être à beaucoup plus. Donc, premier problème, on ne regarde qu'une phase du cycle de vie, alors qu'il y en a plusieurs. Donc la fabrication, toutes les phases d'extraction déjà pour avoir les ressources pour fabriquer. Ensuite, la fabrication, les phases de transport, les phases d'utilisation, les phases de fin de vie. Deuxième problème, le premier que j'ai cité tout à l'heure, à regarder... C'est moi qui fais ce bruit? Il n'y a pas un micro à main qui bouge? Non? C'est bizarre. Je ne sais pas quoi vous dire, pourtant je ne bouge pas. Deuxième problème lié à regarder uniquement le problème lié à regarder uniquement les gaz à effet de serre, c'est qu'on oublie les autres pollutions qui sont générées par la fabrication d'une voiture. Et typiquement, dans le cas d'une voiture électrique,
Les émissions de gaz à effet de serre, c'est une chose, mais la fabrication des batteries, ça a d'autres impacts. Ouais, je prendrai celui-là si ça continue à déconner. La fabrication des batteries, par exemple, ça a d'autres impacts que les émissions de gaz à effet de serre. Ça va avoir des impacts notamment sur la pollution de l'eau, des sols, etc. Et donc le risque à regarder un seul indicateur, c'est de faire ce qu'on appelle des transferts de pollution. Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, j'ai créé des pollutions ailleurs. Donc l'analyse de cycle de vie, c'est une méthodologie qui va nous permettre d'éviter de tomber dans ces deux problèmes-là, en regardant à la fois l'intégralité du cycle de vie du produit ou service qu'on étudie, et puis en le regardant sous un angle multicritère. Et pour ça, on va s'appuyer sur des unités fonctionnelles, mais je vais vous en parler un petit peu plus dans le détail. Le deuxième axe qu'on a utilisé, c'est un axe d'analyse technique. Donc on a regardé là des indicateurs techniques dont on sait qu'ils ont un impact sur la qualité environnementale du logiciel, et en l'occurrence d'un logiciel web. Et pour ça, on a utilisé plusieurs outils qui viennent du monde open source, avec une optique de cibler des améliorations techniques, et surtout que cette analyse-là, elle soit facilement rejouable pour que derrière, l'équipe de développement puisse se l'approprier et puis regarder au fil des développements si on était bien dans une amélioration. Et puis, j'en parle en dernier, mais quelque part, il faudrait presque que j'en parle en premier. On s'est aussi appuyé sur un axe fort d'analyse fonctionnelle. Pourquoi on s'est appuyé sur un axe fort d'analyse fonctionnelle, et je vais y revenir un petit peu plus dans le détail après, mais c'est surtout parce que quand on étudie un petit peu les principes d'éco-conception, et notamment d'éco-conception web, enfin d'éco-conception numérique et notamment d'éco-conception web, on se rend compte que en fait l'essentiel des leviers d'action qu'on va avoir sur la diminution des impacts environnementaux associés à un logiciel, et notamment un logiciel web, l'essentiel de ces leviers vont plutôt se situer dans les phases de conception technique et surtout fonctionnelle. Et pour le dire beaucoup plus simplement, en fait, la fonctionnalité qui pollue le moins, c'est celle qui servait à rien et qu'on n'a pas mise dans le logiciel. Donc, on a fait cette analyse fonctionnelle en s'appuyant sur une approche UX Research et dans une recherche vraiment d'essayer de supprimer les fonctionnalités inutiles, donc une démarche de sobriété fonctionnelle. Le périmètre d'études, donc c'était alors on a dans les différents services numériques qui ont été étudiés au sein de la SCOP, on a retenu les services numériques qui s'adressaient aux utilisateurs, parce que c'est ceux qui étaient le plus utilisés et donc qui généraient le plus d'impact. Et donc on s'est essentiellement focalisé sur les sites éditoriaux et les sites boutiques. On est sur des architectures à la base qui sont très simples, appuyées toutes les deux sur du WordPress pour la partie éditoriale, avec dans le cas de la maison écologique, donc que vous voyez à gauche, un plugin WordPress qui s'appelle WooCommerce qui permettait de faire la partie boutique, et dans le cas de Kaizen, un deuxième service à côté du WordPress, mais connecté au WordPress, qui s'appelle PrestaShop, qui lui aussi permet de faire une boutique, et le tout appuyé dans les deux cas sur un CRM qui s'appelle AboWeb, auquel on n'a pas touché. Donc, je vous le disais tout à l'heure, une analyse de cycle de vie, vous voyez maintenant l'acronyme ACV que je vais utiliser par la suite. Une analyse de cycle de vie, ça s'appuie sur des unités fonctionnelles. Ah oui, petite précision, l'ACV qu'on a faite, c'est une ACV dite screening, c'est-à-dire c'est une ACV de très haut niveau. Ça veut dire quoi, une ACV de très haut niveau? Ça veut dire qu'on va s'appuyer sur beaucoup de choses qui existent déjà, notamment des ratios d'impact environnementaux, par exemple sur l'utilisation des terminaux utilisateurs, sur l'utilisation du réseau, etc. Et on ne va pas recreuser dans le détail les cas réels, on va faire beaucoup d'extrapolation. Et justement, c'est à bien retenir, cette analyse de cycle de vie, elle est basée sur des approximations. Donc les chiffres que je vais vous montrer après, il ne faut pas les prendre pour argent comptant, l'intérêt c'est surtout d'y voir des tendances. Donc, je vous le disais, une ACV, ça s'appuie sur des unités fonctionnelles. Des unités fonctionnelles, c'est quoi? C'est décrire un cas d'usage utilisateur dont on va étudier les impacts. Et donc, les trois unités fonctionnelles qu'on a retenues pour l'étude, c'est la première, accéder en tant qu'utilisateur ou utilisatrice du site éditorial à la page d'accueil du site. La deuxième, c'est consulter un article proposé en page d'accueil
Alors, la petite astérix là, que je n'ai pas reportée, c'est pour dire que en fait, là, les utilisateurs et utilisatrices arrivent directement sur l'article et passent pas par la page d'accueil. En fait, c'est un cas d'usage très, très récurrent puisque les articles sont souvent publiés sur les réseaux sociaux et donc on arrive directement sur l'article. Et puis, le dernier, c'est ajouter un abonnement papier à son panier. Donc ça, c'est le cas d'usage boutique. On a posé un certain nombre d'hypothèses. Quand on fait des analyses de cycle de vie, on pose un certain nombre d'hypothèses. D'abord, on a posé comme hypothèse le fait que l'usage allait essentiellement être fait issu du grand public. Pourquoi ça a un sens cette hypothèse-là? Parce qu'en fait, quand on regarde les sources de données sur les impacts qu'on peut trouver, notamment, je vous expliquerai après où j'ai pris mes données, on va trouver des impacts qui sont différents selon qu'on utilise du matériel grand public ou du matériel professionnel. Donc là, c'est basé sur le fait que c'était du grand public. On a fait aussi une grosse approximation qui était de dire que nos utilisateurs étaient en France. Alors, pourquoi c'est une grosse approximation? Parce que quand on a regardé les analytics du site, en fait, on avait, selon les cas, entre 75 et 85% de nos utilisateurs qui étaient en France. Et après, c'était très morcelé. Et ça amenait énormément de complexité de gérer ce morcellement derrière. Donc, on s'est autorisé à dire qu'en fait, nos utilisateurs étaient en France et que 100% de notre trafic venait de France. Et puis, on a uniquement regardé les impacts qui sont liés aux services informatiques, enfin aux services numériques. On n'a pas regardé, par exemple, les impacts liés au déplacement de l'équipe éditoriale quand ils écrivent des articles. Ça, on l'a exclu, on s'est vraiment focalisé sur la partie numérique. Pour faire ce type d'analyse de cycle de vie, la grande difficulté quand vous n'êtes pas un spécialiste de la CV et que vous n'avez pas accès à des bases de données de facteurs d'impact, c'est qu'il faut ramer pour trouver des datas sur lesquelles vous appuyez. Moi, j'ai fini par m'appuyer sur essentiellement des données qui viennent de l'étude de ADEME-ARCEP, qui a été publiée en plusieurs bouts, mais dont le bout évaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective. Alors, en l'occurrence, c'est pas la partie analyse prospective. Cette partie-là a été publiée en janvier 2022 et dans les annexes, on trouve pas mal de données sur des facteurs d'impact environnementaux. On s'est appuyé également sur les données des analytics du site qui à l'époque étaient sur Google Analytics. On s'est appuyé pour les aspects consommation électrique sur des données qui viennent de l'IEA, Institut international pour l'énergie, enfin j'ai plus l'acronyme exact en tête. Les données issues de l'analyse technique et puis diverses données en complément venant de l'ADEME, de l'INSEE, etc. Qu'est-ce que ça donne une fois tout ça reprojeté? En fait, on va regarder donc la répartition des terminaux utilisés par nos utilisateurs, la répartition des types de réseaux utilisés par nos utilisateurs et utilisatrices, et puis les consommations serveurs qu'on peut faire. Ces trois tiers-là, vous les retrouvez de manière très classique dans la littérature autour de l'éco-conception de services numériques, terminaux utilisateurs, réseaux, centres de données. Et nous, les données qui nous ont intéressés dans l'étude, c'est combien de temps les utilisateurs passaient, sur quel type de terminaux ils arrivaient, quel était le volume de données qu'ils téléchargeaient et sur quel type de réseau, et puis quel était l'usage serveur qu'ils faisaient. Et cet usage serveur-là, on l'a extrapolé autour du nombre de pages consultées sur le nombre total de pages servies dans une année par le serveur. Ça nous permet, in fine, alors je vous passe toutes les étapes de calcul de fichiers Excel assez complexes. Ça nous permet, in fine, d'obtenir ce genre de graphique qui nous donne des répartitions. Alors je réinsiste sur le fait que c'est beaucoup d'approximations pour arriver à ça. Donc c'est pas des données à prendre comme des données fermes en fait. C'est surtout des tendances. Mais ça nous donne donc une répartition des impacts entre, en bleu, la fabrication des terminaux utilisateurs, en jaune, la partie réseau, en rouge, la partie utilisation des terminaux, en vert, la partie fabrication des centres de données, et en orange, la partie utilisation des centres de données. Ça nous donne ce type de répartition. Là, c'est toute étape du cycle de vie. On a mergé certaines étapes du cycle de vie parce que tout simplement, j'avais pas les données détaillées sur les différentes étapes. Donc, j'ai essentiellement utilisation, fabrication et sur réseau, j'ai même pas. J'ai que l'intégralité.
Et vous voyez qu'on a regardé un ensemble de critères environnementaux qui sont donnés donc en bas, l'épuisement des ressources abiotiques, donc les ressources abiotiques type éléments, donc ça c'est tout ce qui va être les minerais, les minéraux, les ressources abiotiques naturelles fossiles, donc là ça va être essentiellement charbon, pétrole, l'acidification, l'écotoxicité, le changement climatique où on va retrouver nos émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2, en kilo équivalent CO2, les radiations ionisantes qui là pour le coup sont plus fortes dans les phases d'utilisation parce qu'on est en France et qu'on utilise en France pas mal d'énergie issue du nucléaire qui sont assez fortement émettrices de radiations ionisantes, les particules fines et la création de zones photochimiques. Alors il en manque des indicateurs parce que j'avais pas des données sur les différents impacts possibles. Et en particulier, il manque l'utilisation d'eau. C'est très dommage, mais j'avais pas des données que je pouvais faire converger sur la partie utilisation d'eau. Donc cet ACV, sans surprise, on trouve une part prépondérante sur la plupart des indicateurs sur la fabrication des terminaux utilisateurs. Pourquoi je dis sans surprise? Parce que c'est quelque chose qu'on trouve de manière standard dans la littérature. C'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'impact environnemental du numérique est lié à la fabrication des terminaux utilisateurs. Ce qui veut dire que notre objectif dans une démarche de refonte en éco-conception des services numériques, ça doit être de faire en sorte d'éviter de déclencher chez nos utilisateurs un sentiment d'obsolescence qui pourrait le pousser à renouveler ces terminaux. Et pour ça, on fait quoi? On essaye essentiellement d'augmenter la performance ressentie. Donc, on va surtout jouer sur des axes qui sont liés à la performance. En complément, on a quand même observé le fait qu'on avait des flux réseau qui étaient assez importants parce que nos pages étaient lourdes et que l'infrastructure d'hébergement, qui n'était pas du tout mutualisée, si je vous remontre ça, à chaque fois, c'était un serveur dédié. Chacune des archives, c'est un serveur dédié. Donc, peu de mutualisation, on va le dire comme ça. Donc des gains à aller chercher de ce côté-là. On a complété cette analyse de cycle de vie par une analyse technique détaillée. Donc, on a regardé un certain nombre d'indicateurs techniques dont on sait qu'ils ont des impacts sur la qualité environnementale. Pour ça, on a fait des relevés sur les différentes pages qui étaient liées aux unités fonctionnelles que je vous ai présentées tout à l'heure, en utilisant des outils assez standards, donc Green IT Analysis dans sa version ligne de commande qui permettent de générer du score EcoIndex en regardant la taille du DOM, le nombre de requêtes, le volume de données échangées. Un outil plus orienté performance qui s'appelle sitespeed.io et puis un outil Power API qui permet de mesurer la consommation électrique de processus. Et nous, on l'a un peu détourné, on l'utilise pour mesurer la consommation électrique du navigateur. Et donc pour la petite histoire, ces différents outils-là, nous, on les a agrégés chez Zenica. On en a fait une plateforme open source qui s'appelle Pagiel et qui permet d'exécuter de manière régulière ces outils-là et surtout de stocker dans une base de données temporelle les résultats des analyses pour derrière être capable de générer du graphe. On utilise Grafana notamment, donc être capable de générer des tableaux de bord de suivi de l'évolution. En synthèse, ça nous a permis de faire des tableaux de ce type-là. Alors là, je vous donne un exemple d'une unité fonctionnelle. Donc avant refonte, la page d'accueil de la maison écologique. Taille du DOM 753 éléments, taille de la page presque 4 mégas, nombre de requêtes 108, etc. Ce qui nous donne un score éco-index de 29 sur 100, ce qui n'est pas formidable. Et puis surtout en termes de performance ressentie, si on a pris surtout le Largest Contentful Paint, pour la partie performance ressentie, vous voyez que plus de 3 secondes pour que l'utilisateur ait l'essentiel du contenu qui s'affiche dans le navigateur, c'est beaucoup. Donc là, je vous ai montré un exemple de tableau. Si on synthétise un petit peu, on avait des scores éco-index qui allaient de D à F. Donc là, je vous en ai quasiment montré un des meilleurs. Des scores allant de D à F pour plusieurs raisons. D'abord, une taille de DOM qui est très importante, beaucoup de choses dans les pages, et puis une structuration qui est aussi lourde, notamment du fait de l'utilisation de WordPress. Alors je lance pas une pierre comme ça à WordPress, c'est vraiment l'utilisation qui a été faite là de WordPress, même si pour le coup je pense que le socle technique était pas bon et on va le voir après.
Beaucoup de données transférées, notamment parce que il y a beaucoup d'images utilisées, ça reste des sites éditoriaux, beaucoup de ressources externes. Sur la page d'accueil du magazine Kaizen, par exemple, on chargeait à la fois tout le lecteur YouTube, le lecteur SoundCloud, plein de ressources externes, donc ça alourdissait pas mal le trafic. Et puis pas mal de mauvaises pratiques, au sens mauvaises pratiques, liées au référentiel de bonnes pratiques, et notamment le référentiel des 115 bonnes pratiques d'éco-conception web. Donc, pas mal de choses qui n'allaient pas, on utilisait beaucoup de domaines, pas mal de polices spécifiques, etc., etc. Et je vois l'heure et il faut que j'accélère. Et pourtant, je n'ai pas l'impression d'aller doucement. Donc ça, c'était pour la partie analyse technique. Et puis pour l'analyse, la partie analyse fonctionnelle, ça a été essentiellement porté par LunaWeb, qui a fait une étude UX Research, dont les objectifs étaient de comprendre les profils des différents utilisateurs et des différentes utilisatrices du site et leur flux de travail, à la fois interne et externe sur la partie étude, mais après, étant donné les services numériques qu'on a sélectionnés, on s'est vraiment beaucoup plus focalisé sur les fonctionnalités liées aux utilisateurs et utilisatrices externes, dans le but d'identifier les fonctionnalités vraiment utiles, strictement nécessaires, et donc, pour le dire un peu vulgairement, de tailler dans le gras fonctionnel, quoi. Donc ça, c'est le protocole d'étude qui a été utilisé par LunaWeb. Donc c'est un protocole assez standard, on va dire, en termes du X-Research, avec des entretiens avec des utilisateurs, des études par questionnaire, etc. On a en complément utilisé aussi, ils ont côté LunaWeb en complément utilisé des outils comme Hotjar, par exemple, qui vous permet d'avoir une heatmap d'utilisation de votre site, et notamment de voir sur quoi cliquent les utilisateurs, quel type d'usage ils font. Donc là, c'est une image exemple qui vient du site d'Hotjar que je vous ai mis, mais ça nous a permis, par exemple, de nous rendre compte qu'on avait des très longues pages d'accueil, mais qu'en fait, nos utilisateurs scrollaient très peu. Donc on affichait beaucoup de choses qui n'étaient jamais visualisées. Et qui plus est, comme on ne faisait pas de lazy loading, c'était affiché pour tout le monde. Enfin, c'était chargé pour tout le monde. Donc des questionnaires vers les utilisateurs en utilisant Lime Survey, des entretiens individuels. Et ça nous a notamment permis d'identifier des personas liés au site qui nous ont par la suite permis de cibler de manière plus précise les fonctionnalités essentielles attendues sur les sites. Donc les conclusions de cette phase d'étude fonctionnelle, ça nous a permis d'avoir une meilleure compréhension des différents profils. Ça nous a permis d'avoir une première liste de fonctionnalités priorisées par rapport au chantier de refonte à venir. Et puis ça nous a permis aussi de confirmer quelque chose, c'est qu'il y avait pas mal de mutualisation faisable, notamment entre les deux entités, la Maison écologique et Kaizen, et notamment des mutualisations autour des boutiques, puisque le choix qui a été fait, c'est de faire une seule boutique pour les deux titres, mais aussi des mutualisations sur le socle éditorial, puisque les besoins étaient les mêmes. Donc on a fait un seul socle éditorial qui a été décliné 2 fois derrière pour les 2 sites éditoriaux. Donc ça conclut la phase de diagnostic, donc qui est la première étape sur laquelle on s'appuie. Maintenant, on va regarder un peu plus dans le détail ce qu'on a fait dans la phase de refonte. Donc, dans la phase de refonte, on a à la fois pris un axe fonctionnel design en poursuivant le travail qui avait été commencé dans la phase du X-Research, d'approfondissement du besoin, d'arbitrage des fonctionnalités, mais aussi de travail sur le design pour qu'il soit sobre, de travail sur l'accessibilité, et puis un point important, un travail UX fort sur l'optimisation des flux utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose que vous allez chercher quand vous faites de l'éco-conception de services web, c'est faire en sorte que vos utilisateurs restent le moins longtemps possible sur vos services. Alors je vais le redire, parce que celui-là il pique. Vous allez faire en sorte que vos utilisateurs restent le moins longtemps possible sur vos services. Ce qui peut parfois être assez compliqué à entendre pour certaines populations. D'accord ? Pourquoi on cherche ça ? Tout simplement parce que moins longtemps vos utilisateurs et utilisatrices vont rester sur le service, moins vous allez générer d'impact lié à l'utilisation de vos services, tout simplement. Vous allez moins générer d'usure des terminaux de vos utilisatrices et utilisateurs, vous allez moins générer de trafic, vous allez moins générer d'usage serveur, etc., etc. Ça, c'est pour l'axe fonctionnel. Pour l'axe technique, ça a été essentiellement la mise en œuvre des préconisations
issus de la phase de diagnostic, donc la performance. Et puis, on en a profité pour regarder les bonnes pratiques d'éco-conception web et les appliquer. Et on a aussi retravaillé la partie hébergement, je vais vous en parler à la fin. Donc sur l'axe fonctionnel et design, là je cite l'étude Standish Group, alors qui est pas à prendre pour argent comptant parce que finalement elle portait sur assez peu d'applications utilisées, mais qui disait que sur l'intégralité des fonctionnalités d'une application, en moyenne 45% étaient quasiment jamais utilisées, et puis 20% rarement et 16% de temps en temps. Bon, même si, encore une fois, cette étude, elle est à prendre avec des pincettes, globalement, je pense que j'ai besoin de dire à personne dans cette salle que souvent on fait des trucs qui servent à rien, qu'on développe des fonctionnalités pour faire plaisir à un ou deux utilisateurs et qu'au final, elles vont être sous-utilisées. Donc pour éviter de tomber là-dedans, on a des outils, et des outils qu'on utilise tous les jours, l'agilité notamment, mais là, et également la partie design thinking qu'on a utilisée. Donc c'est passé par pas mal d'ateliers issus du design thinking ou autour du design thinking, un benchmark des différentes offres d'abonnement qu'on pouvait trouver chez d'autres fournisseurs de services numériques de presse en ligne. Donc là, vous avez Télérama, l'Humanité, enfin c'est quelques exemples qu'on a pu prendre pour essayer de recibler un petit peu le type de service qu'on pouvait proposer. On a travaillé aussi sur des expériences map. Donc des cartographies d'expérience, le but étant d'essayer de cibler les différentes étapes nécessaires pour exécuter une action, et puis qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien en termes de ressenti sur ces différentes étapes. Et puis, je vous le disais, optimisation des flux fonctionnels. Donc, on a regardé de manière détaillée, c'est essentiellement LunaWeb qui a fait tout ce travail de synthèse là, de créer les parcours utilisateurs écran par écran, et de regarder systématiquement, mais comment on peut faire pour raccourcir ces parcours utilisateurs pour qu'on ne soit pas obligé de traverser beaucoup d'écrans. Et on a eu un travail de priorisation des fonctionnalités. Alors vous allez me dire, oui, priorisation des fonctionnalités, on fait ça tout le temps. Oui, c'est vrai. Là, on a rajouté un critère dans la priorisation des fonctionnalités, enfin un double critère, qui est en l'occurrence combien d'utilisateurs vont utiliser la fonctionnalité et à quelle fréquence. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas ce qui est peu utilisé par peu d'utilisateurs. Parce que si vous enlevez l'export compta qui est utilisé qu'une seule fois par mois par une seule personne, il y a quand même un petit problème fonctionnel sur votre site. Mais c'est un bon outil d'aide à la décision quand même, de vous dire il y a quand même cette fonctionnalité qui est très basse dans notre projection là. Est-ce qu'on va la faire ou pas? Je vous donne un exemple. Il y a un cas qui est assez pénible sur une boutique d'abonnement presse. C'est le cas des mairies qui abonnent leur médiathèque. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas la même personne qui fait la facturation c'est pas la même entité qui va faire la facturation que l'entité qui va recevoir l'abonnement. Donc déjà, c'est un premier truc un petit peu pénible, même si ça de toute façon c'est géré. Et puis souvent, les mairies, ils n'ont pas de carte bleue, ils vont pas vous régler en ligne comme ça. Donc on va passer par des mandats, par des règlements par chèque ou des trucs comme ça. Et ça fluidifie pas du tout le parcours utilisateur quand il est en train de souscrire. Et donc du coup, on a fait le choix sur ces workflows-là qui étaient compliqués, de pas faire toute une série d'écrans, mais de mettre plutôt un PDF à télécharger dans lequel les utilisateurs remplissent et renvoient par mail. Et voilà. Et on n'a pas un service numérique complet avec un assistant écran par écran, mais finalement, ça rend le même service. Et à côté de ça, il y a un numéro de téléphone. Et si jamais il y a besoin, on appelle le numéro de téléphone. Donc là, on est quasiment sur une solution où on enlève en fait du numérique pour faire la même chose. Sur le côté design, on a pas mal pris de l'inspiration sur les codes graphiques de services qui se veulent éco-conçus, bas carbone, etc. Enfin, vous trouvez plusieurs désignations dans la littérature, notamment le Low Directory, donc lo3w.directory, dans lequel vous trouvez pas mal de sites qui ont été pensés pour réduire leur impact. Et ça donne un peu... on trouve un peu toujours des tendances de design similaires. On a supprimé certains éléments qui étaient sur les sites actuels, par exemple le carrousel. Surtout, on a eu une approche mobile first. Le gros intérêt qu'on trouve en éco-conception à l'approche mobile first, c'est que ça vous oblige à réfléchir à ce qui est essentiel. Parce que vous n'avez pas la même place sur un mobile que sur un écran desktop.
Et donc après, tout le travail, c'est d'arriver à faire en sorte que quand on repart du mobile pour aller vers le desktop, on n'en rajoute pas partout. On essaye de rester dans cet esprit de sobriété. On a diminué le nombre d'images, utilisé plutôt du SVG, des illustrations qui soient simples. On n'a gardé qu'une seule police non standard. Côté design, ils ont quand même insisté sur l'aspect différenciant d'avoir une police qui démarquait un petit peu, mais versus, je crois, une dizaine avant. Et puis une iconographie assez sobre, qui nous a permis aussi de donner une impression de sobriété un petit peu plus forte. Donc à gauche et au milieu, vous avez les pages d'accueil de la boutique Kaizen et de la boutique La Maison Écologique, et à droite, vous avez la page d'accueil de la boutique commune, qui est épurée. Vous voyez, les niveaux de menu, on a quand même largement diminué. Il y a moins d'éléments dans la page, et du coup, ça nous permet, alors à la fois côté design, mais ça nous permet aussi côté technique, de gagner pas mal en lourdeur. Pareil sur les pages d'accueil, sur la page d'accueil de la Maison Écologique. En plus, vous voyez là les magnifiques transparences un peu foirées sur les images au départ. Enfin bon, bref, c'était assez chargé. On a essayé de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus léger. Je précise un truc. Là, ce que je vous montre, c'est la pré-prod, parce qu'on n'est pas encore en prod. Donc là, je vous montre la pré-prod de ce qui va être déployé. Donc si aujourd'hui vous allez sur la Maison Écologique, vous trouvez encore celui de gauche. Et toute l'analyse d'atteinte des résultats, elle a été aussi faite sur la pré-prod. Dans les autres trucs qu'on a pu faire sur le côté fonctionnel design, on a enlevé Google Analytics pour mettre Matomo à la place. On en a profité pour travailler sur l'accessibilité du site en s'appuyant sur les bonnes pratiques du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, RGAA, que vous trouverez sur le site de la DINUM, si vous le cherchez. Je vous le disais, abandon de flux d'utilisation complexe. Bon, j'ai spoilé un petit peu sur ce slide, mais c'est notamment le cas dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, réduction importante des informations présentes sur la page d'accueil. Ça a été vraiment un travail compliqué, notamment parce que quand on est dans le monde de la presse, de l'éditorial, on a envie de mettre beaucoup d'informations pour nos utilisateurs quand ils arrivent, pour qu'ils aient beaucoup d'informations, si je grossis le trait, pour appâter le client, quoi. Là, ça a été tout un travail à faire en plusieurs passes pour réussir à petit épurer les choses, tout en conservant un niveau qui est quand même du sens à la fois éditorial et puis pour le fonctionnement des services numériques. Et puis, parmi les choses qui ont été faites, on voulait que les utilisatrices puissent utiliser une liseuse qui leur permette d'avoir une expérience numérique proche du papier. Et tout ce qu'on trouvait, c'était très lourd. C'était à base, fallait chercher un PDF haute qualité dedans. Et donc finalement, on est reparti sur une solution beaucoup plus légère où c'est quelque chose de très épuré pour lire le contenu en ligne, où on a juste l'article sans distraction autour, un sommaire qui nous amène vers les articles sans distraction autour. Donc sur l'axe technique, vous voyez réapparaître les 115 bonnes pratiques d'éco-conception parce qu'on s'est beaucoup appuyé dessus. L'équipe de réalisation de LunaWeb notamment s'est beaucoup appuyée dessus. Donc sur les 115 bonnes pratiques, sur le référentiel général d'éco-conception de services numériques, donc RGESN, qui lui aussi, vous pouvez le trouver sur la DINUM. On a changé le socle technique pour enlever WordPress et pour passer sur un CMS Odless, qui en l'occurrence est Sulu, qui lui-même appuyé sur Symfony. Développement en mobile first, je vous en ai déjà parlé, donc de fait du responsive derrière. Un socle HTML, CSS, JS le plus standard possible. On a fait le choix de ne pas partir sur un framework pour la partie front, parce que finalement on avait peu besoin d'interactions complexes avec les utilisateurs. C'était essentiellement de la présentation d'informations. Et puis sur la partie hébergement, on est passé de 2 serveurs physiques dédiés à des machines virtuelles sur une infrastructure mutualisée, et qui est mutualisée, y compris avec d'autres clients de Cognix en l'occurrence, donc pour diminuer aussi l'empreinte. Un quart d'heure, il faut encore que j'accélère un peu. En termes de bonnes pratiques techniques, j'ai oublié de vous dire au début du talk que ce ne serait pas le talk le plus technique que vous verriez au Brestcamp. Je vous ai mis quand même un peu de code, histoire de dire on est au Brestcamp quand même. Donc on a essentiellement utilisé, là encore c'est des choses qui viennent des bonnes pratiques. Alors déjà, des bonnes pratiques d'accessibilité, ça a été dit notamment dans la conférence, dans différentes conférences, mais notamment celle de ce matin. Le HTML, c'est très riche comme langage, il y a plein de trucs qu'on peut utiliser, donc utilisons
les éléments natifs du HTML plutôt que mettre des boutons dans des divs, par exemple. C'est meilleur pour l'accessibilité, notamment, de mettre un bouton dans un button. La compression des ressources, la minification, ça peut paraître évident, mais c'était pas forcément bien fait sur les sites actuels. Du lazy loading quand ça a du sens. Donc, typiquement, ce qui est en bas de page, on le lazy load parce que si on scrolle pas, ça va pas être chargé chez les utilisateurs qui scrollent pas. L'utilisation des SRC7. Donc les SRC7, ça permet de mettre plusieurs alternatives dans une balise d'image qui vont être sélectionnées par le navigateur en fonction de sa largeur d'affichage, en gros, enfin en fonction de sa résolution d'affichage. Donc ça vous permet de ne pas servir des grosses images à tout le monde qui vont être systématiquement redimensionnées par les mobiles. Vous utilisez des images à la bonne taille en fonction du terminal. Externaliser les JS et les CSS au maximum, notamment pour l'optimisation du cache côté navigateur. Et puis, il y a beaucoup de widgets externes qui étaient utilisés et on a essayé soit d'en réduire l'usage, soit notamment pour le widget Twitter qui est assez problématique parce que déjà, on a essayé de faire un site cookieless qui ne demande pas de cookies. Sauf que par contre, le widget Twitter, lui, il en demande. Donc, au final, ce qui a été fait, c'est recoder un bout de widget qui aille interroger Twitter, etc. Et pour pas afficher le widget Twitter complet. Sauf qu'avec les changements sur l'API Twitter, c'est pas aussi simple que ça, mais moi, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Elon Musk, si tu nous regardes. 13 minutes pour faire les résultats et apprentissage. Challenge accepted. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Là, je vous donne un exemple sur une unité fonctionnelle qui est celle que je vous avais montrée tout à l'heure, qui était la visite de la page d'accueil de la maison écologique. Donc, score éco-index avant refonte 29, après refonte 71, qui nous amène à un grade éco-index qui passe de E à B. Je ne vais pas vous mentir, c'était une petite déception. On pensait arriver au A, on n'a pas réussi à arriver au A. Notamment parce que notre DOM reste assez important. Alors, on a quand même fait presque 27% de gains sur la taille du DOM, mais il reste assez important. Je vais y revenir après. Par contre, des gains hyper intéressants sur la taille de la page. Vous voyez, 300 kg au lieu de 4 mégas, 19 requêtes au lieu de 108. Et puis surtout, le LCP, le Largest Contentful Paint, qui passe de plus de 3 secondes à moins de 0,8 secondes. Voilà, donc je pense que ça parle... ça parle pas mal, notamment des gens qui font de la perf. Encore une fois, résultat sur la pré-prod, avec une partie des données qui sont moquées. Prenez pas ça pour parole d'évangile. Peut-être que quand on refera les analyses sur la prod, ce sera un petit peu plus fort. En moyenne, si on regarde les différentes URL qu'on a pu regarder, les différentes pages qu'on a pu analyser qui faisaient partie des unités fonctionnelles définies, un gain moyen de presque 40 points sur le score éco-index, un gain sur la taille des pages, sur la taille du DOM de près de 22%, 93% de gain sur la taille des pages, le poids, le volume de données transportées, etc. Je ne vais pas vous lire tous les chiffres parce que c'est un peu laborieux, mais vous voyez l'ordre d'idée. Sur la partie hébergement, on avait avant deux machines physiques avec chacune 4 cœurs de processeur, 32 Go, etc. Après refonte, et malgré le fait qu'on ait mis ça sur une infrastructure qui est redondée, alors qu'avant elle n'était pas du tout redondée, l'infra. Malgré le fait qu'on ait mis ça sur une infra redondée, et donc j'ai doublé les valeurs pour compter la redondance, on a un gain quand même de 50% sur le nombre de cœurs de processeur, 25% sur la mémoire vive. Alors c'est assez artificiel comme calcul, mais ça vous donne un ordre d'idée des gains qu'on a fait sur la partie hébergement. Et puis, c'est chouette, on va même avoir du temps pour des questions. Et puis en termes d'apprentissage, on en a eu pas mal. Le premier, et donc c'est pour ça que je vous disais que sur notamment la taille du DOM, on n'a pas réussi tout à fait à faire ce qu'on voulait faire. Alors, soyons bien d'accord, la taille du DOM, c'est qu'un indicateur technique. En fait, c'est surtout sur le volume d'informations sur le site. Parce que, en fait, il y a quand même à un moment donné besoin de concilier les enjeux commerciaux et la partie sobriété. Et même avec un public averti en termes d'écologie que sont le Kaizen et la maison écologique, les équipes de Kaizen et de la maison écologique, à un moment donné... pour le dire simplement, ils ont besoin de manger aussi, quoi. Et donc, il faut qu'ils arrivent à faire du business au travers de leur site. Ils ont besoin d'un certain volume d'informations dessus, ou un certain volume de fonctionnalités. Donc,
De fait, c'est lié au deuxième point. Entre la partie éco-conception et le besoin de contenu, il y a parfois eu collision. Il y a parfois eu, on ne s'est jamais engueulé, hein, mais il y a parfois eu des moments où il y a eu des arbitrages qui ont été un petit peu douloureux. Donc moi, je pignais dans mon coin en disant non, il faut en enlever encore. Mais bon, globalement, ça se passait bien. Il y a un réflexe qu'on a souvent en face de nous côté fonctionnel, c'est j'ai écrit un cahier des charges, donc je veux tout ce qu'il y a dans le cahier des charges. Arriver à faire en sorte de combattre ce réflexe-là, c'est pas simple, parce que c'est un peu comme quand on veut acheter une maison, hein, on fait sa liste au Père Noël de ce qu'on veut, et puis après on se rend compte que ça coûte 2 fois notre budget, et après on enlève des trucs. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. On a beaucoup dérivé sur le planning projet. Alors, déjà les projets qui dérivent pas, c'est assez rare, mais là pour le coup, alors c'est pas que lié à la partie au fait qu'on soit dans une démarche d'éco-conception, hein, la dérive du planning projet, c'est lié à d'autres choses, des choses qu'on n'avait pas anticipées côté Kaizen et la maison écologique notamment, sur l'évolution des business models, etc. J'aime bien citer le général McNamara. Le général McNamara, c'était le général qui était en charge du reporting à la Maison-Blanche pendant la guerre du Vietnam et qui s'était défini un indicateur, c'était le nombre de tués chez l'ennemi. Donc, de son point de vue, je pense que la guerre du Vietnam a été un succès pour les États-Unis. Voilà. Le problème, l'effet McNamara, c'est le problème de l'indicateur unique, quoi. C'est si vous regardez un seul indicateur, vous risquez de vous aveugler sur certaines choses. Et notamment, ce point-là, je l'ai mis par rapport à EcoIndex. Si vous regardez que le score EcoIndex de votre page, en fait, vous passez à côté de plein de trucs. Par exemple, le score EcoIndex, vous êtes pénalisé si vous avez beaucoup de requêtes. Ouais, mais des fois, on fait du chunking JS pour optimiser la performance, et ça augmente le nombre de requêtes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on se fie uniquement à l'indicateur EcoIndex ou est-ce qu'on fait un truc intelligent? Ouais, je pense que la réponse est dans la question. Donc, attention aux indicateurs, à partir du moment où on s'est fixé des indicateurs, à aussi être bien dans l'interprétation de ces indicateurs et à pouvoir en dériver un petit peu. L'importance de l'itératif, là typiquement, on n'a pas été à mon goût assez itératif sur ce projet-là. Au début, on a été pas mal itératif dans l'instruction du besoin, mais après sur la phase de développement, c'était un petit peu plus compliqué. Et du coup, typiquement, ces mesures, je vous disais, on a été un peu déçus par le B sur les pages d'accueil. On les a eu très tard en fait. Moi, j'aurais voulu les faire un petit peu plus tôt, mais bon, on n'a pas réussi à être vraiment dans une démarche d'itération. Et puis je vais terminer sur l'importance du narratif, alors qui était pas mon apprentissage à moi, qui était plutôt celui de Pascal, donc mon co-speaker qui n'est pas là. Je vais essayer de traduire ce qu'il voulait dire. Il y a 80 ans, on partait en vacances à vélo, et aujourd'hui, on a réussi à recréer un récit qui fait que ça a du sens aujourd'hui de partir en vacances à vélo. Ça peut même être cool de partir en vacances à vélo. Donc ce côté très low-tech qui date d'il y a 80 ans, on le retrouve aujourd'hui. Et parce qu'on a su construire entre autres le récit associé à ça, aujourd'hui, il y a plein de gens qui partent en vacances à vélo. J'en vois même dans la salle ici. Et qui sont très contents de le faire. Et personne ne le voit comme une contrainte. En haut, vous avez à gauche un bon vieux Pong et à droite un Virtua Tennis, je ne sais pas quelle version, voilà, mais un truc, si on ne regarde pas dans le détail, on a l'impression de regarder un vrai match de tennis. Le narratif qu'on a peut-être besoin de reconstruire autour de l'éco-conception de services numériques et autour du Green IT au sens large, c'est peut-être de se dire que ce qu'on a à gauche, c'est aussi très amusant. Si vous avez rejoué un Pong récemment, enfin moi c'est mon cas en tout cas, ça n'a pas perdu de son intérêt. Bon, il y a un peu moins de subtilité que dans Virtua Tennis 8050, mais voilà. Et peut-être qu'on a un récit à recréer autour des services numériques pour redire que finalement, on peut retrouver des choses beaucoup plus simples qui rendent le service qui est attendu et qu'on n'est pas obligé de tomber dans une hype du toujours plus technique. Voilà. J'essaie de le dire comme ça. Et puis, comme il reste 5 minutes, je serais heureux d'avoir votre avis sur ce dernier point. Merci.
Déjà, merci. J'ai une petite question. Si jamais tu devais refaire... Ouais. J'insisterai plus sur le côté itératif. Je le ferai de manière en ayant des points de rencontre avec de la livraison d'un bout du site de manière plus régulière pour que je puisse plus régulièrement aussi analyser, donner du feedback, etc. Ouais. Sur la phase d'analyse, alors là, je retranscris là qu'une partie des analyses qui ont été faites. Donc il y a eu vraiment pas mal de choses de faites, notamment dans l'étude de X Research. Hein. Est-ce qu'il y a un truc auquel je pense qu'on aurait pu faire en complément? Oui, si. Dans les pertes de temps qu'on a eues, c'est parce qu'on a perdu du temps non seulement à réfléchir au cas d'usage, mais aussi au business model en dessous. On aurait dû, en amont, avoir cette réflexion avant de commencer le chantier avec Kaizen et la maison écologique pour poser les business models parce qu'on a perdu du temps autour de ça. Oui. Alors, PAGIEL, P-A-G-I-E-L, pour plateforme automatisée de génération d'indicateurs environnementaux pour le logiciel. Et parce que les acronymes en L, quand on est à Rennes, ça pète. C'est disponible sur le GitHub de Zenica, donc github.com/zenica/pagiel. Et on serait très très preneur de pull request, d'issue, machin. Ça pourrait être intéressant d'intégrer dans un processus CI/CD. Ça a été conçu pour. C'est fait pour s'intégrer dans une CI. Ouais. Un peu à côté de Sonar, quoi. Exactement. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez réalisé certaines mesures en termes termes financiers, pour vos clients finaux, c'est-à-dire les gains business, niveau capture client, etc. Parce qu'on parle de diviser par 3 le chargement d'une page. C'est très important pour la capture client et ça peut être un argument de vente de ce type de projet important. Et aussi, vous avez parlé des conso ressources. Qu'est-ce que ça représente? On parle des machines qu'on a vues, je dirais peanuts quand même, mais ça peut être intéressant pour vendre le projet. Ouais, alors sur le côté gain économique attendu, c'est surtout les équipes commerciales de Kaizen et de la maison écologique qui ont travaillé là-dessus et qui ont plutôt travaillé sur des projections. Aujourd'hui, on n'est pas en prod, donc on ne sait pas si ces projections-là, elles se réalisent ou pas. Oui, on les a projetées, mais pour le coup, c'est difficile d'en tirer des leçons aujourd'hui. Et puis après, sur le côté hébergement, globalement, je ne suis pas sûr qu'on ait gagné grand-chose en termes de... On a gagné, en fait, je pense que pour le même prix, on a plus de garanties de disponibilité. Voilà. Et on est plus mutualisé, donc on a moins d'impacts environnementaux au passage. Donc, voilà. Une question pour toi, Sylvain. Est-ce que vous avez pensé au coup d'après? Parce que comme une maison neuve, tu sais, quand tu viens d'emménager, tout est propre et bien rangé. Puis 6 mois après, c'est le bordel. Ouais. Et donc, pour éviter que les gens qui vont concevoir des nouvelles pages oublient les bons principes qui ont été mis en œuvre et que ça déborde. Alors, les principaux risques qu'on a pu anticiper sur la dérive potentielle, c'est dans la lourdeur des pages qui vont être construites à l'aide de la partie CMS, et notamment sur le côté image, etc. Donc il y a quelques garde-fous qui ont été mis. Déjà, toute la phase de sensibilisation qui a accompagné le projet pour bien faire comprendre où étaient les impacts, parce qu'en fait, l'équipe éditoriale, elle en savait rien des impacts. Donc toute cette partie sensibilisation-là. Et puis, il y a un peu de mécanismes techniques qui ont été mis pour faire du resize d'image automatique, pour éviter qu'on pousse des trucs très lourds, etc. Et après, aller plus loin que ça sur la phase d'après, non, on ne l'a pas prévu, parce que là, pour le moment, on a surtout envie que ce soit en prod et que ça ne l'est pas encore. Ouais, bon, le truc qui clignote en rouge, ça veut dire qu'après, je vais me faire tacler, donc on va arrêter là. Merci.